Tout le monde. Alors, avant de commencer, pour une fois, je vais essayer de parler de moi et de ce que j'ai fait hier. Hier, le matin, j'ai fait 2 heures de vélo. Au milieu du vélo, je me suis arrêté. J'ai fait une demi-heure de natation dans un paysage grandiose, puisque c'est la couronne, c'est magnifique. Et après, voilà, et j'ai repris mon vélo pour finir le tour. L'après-midi, j'ai fait 2 heures de planche à voile, je me suis régalé. Ouais. Mariage avec le vent, les embruns des vagues, tu peux imaginer. Et puis il faisait bon, l'eau était bonne, c'était génial. Je dis, voilà, je dis ça parce que je voudrais surtout pas qu'on croie que le militant que je suis est un professionnel de la politique, du militantisme. J'ai une autre vie. C'est un hédoniste aussi, ça. Voilà, voilà, depuis février. Mais donc, moi, ma vraie vie, c'est ça. C'est pas autre chose. Par contre, je suis un être humain. Et en tant qu'être humain, je ne peux pas ne pas réagir à ce qui se passe. Parce que c'est une destruction de l'humanité à laquelle on assiste. Alors, la dernière fois, j'avais essayé d'expliquer un certain nombre de choses. Je crois que je n'ai pas été forcément compris, puisque je parlais de dictature, et j'aurais dû préciser les choses. Donc, je n'ai eu juste, je dirais que pour une fois, qu'un mois d'avance, parce que je pense que tout ce qui s'est déroulé au cours du mois de juin confirme ce que j'ai dit le 6 juin. Mais je vais rappeler les dates. La dictature du néolibéralisme, d'abord, elle est en chiffres. Le bilan des 3 présidents de la République, qui s'appellent Nicolas Sarkozy, François Hollande et Emmanuel Macron. La fortune des milliardaires est passée de 82 à 442 milliards de dollars. Le nombre de bénéficiaires de l'aide alimentaire a triplé. Le nombre de sans-abri a doublé. La fortune des milliardaires a augmenté de 200 milliards d'euros depuis 2020, alors que la fréquentation des restos du cœur a augmenté de 12% en 6 mois. 951 000 milliards, c'est la fortune détenue par les 500 plus grandes fortunes françaises en 2021. Ce montant a été multiplié par 12 en 25 ans. Si le SMIC avait été également multiplié par 12 au cours de cette période, il s'élèverait aujourd'hui à plus de 11 000 euros par mois. Je termine sur les chiffres. 11 milliardaires détiennent 81% de la presse quotidienne nationale et généraliste. 12% de la presse quotidienne régionale généraliste. 95% de la presse hebdomadaire nationale généraliste. 47% des radios généralistes. 57% des télévisions généralistes. 44% des sites d'infos généralistes. Le capital domine à la fois la sphère financière et la sphère de l'information. Déjà, on a les éléments de ce que j'ai appelé la dictature du néolibéralisme. Le néolibéralisme étant la philosophie qui permet de justifier le capitalisme comme système. Et les deux marchent ensemble. Je continue. L'article 47.3 et 49.3 pris au niveau politique ont empêché en fait la discussion et le vote de la loi sur la réforme des retraites. 14 manifestations de masse, 90% des salariés opposés, 80% des citoyens. Conseil constitutionnel approuve la loi et retoque le RIP, référendum d'initiative partagée. Qui avait été initié notamment par la France Insoumise et certains partis de gauche qui voulaient justement que le peuple, entre guillemets, soit concerné. Et certains partis de droite aussi, malheureusement. Tu as raison, Christian, en effet. Dans la nuit, comme un voleur, Macron promulgue la loi. 6 juin, manifestation pour le projet de loi Lyotte qui devait revenir sur la réforme à 64 ans pour revenir sur la retraite à 62 ans. Pas révolutionnaire. 7 juin, Radio Galère. Dans le même jour, Commission des affaires sociales. Refus des amendements proposés par les députés. 8 juin, application de l'article 40 sans accord du président de la Commission des finances.
La suite du mois de juin. Menace de financement de la LDH, Ligue des droits de l'homme, fondée depuis l'affaire Dreyfus. Dissolution des soulèvements de la terre pour cause d'appel à la violence. Alors que la vraie violence, c'est la terre quand elle se soulève réellement. Je parle de la tectonique des plaques, mais du climat, des tremblements de terre, etc., du réchauffement climatique, etc., etc. Désagrément de l'association Anticorps. Menace contre Éric Coquerel, président de la commission des finances, qui a osé désobéir aux injonctions de l'exécutif. Proposition d'un troisième mandat pour Macron, Ferrand-Bachelot, Bachelot, qui a été à l'initiative de la loi HPST, détruisant les services publics hospitaliers, par modification de la Constitution. 650 migrants meurent, dont femmes et enfants. 5 millionnaires implosent, mais plus de temps passé pour les millionnaires qui implosent dans l'océan que pour les 650 migrants qui meurent. On rappelle, Fabrice, c'est important ce que tu évoques, ces chiffres sont réels, vrais et sourcés, c'est important de le rappeler. Voilà. 27 juin, tuerie d'un jeune de 17 ans. Embrasement des quartiers populaires, y compris Marseille, ce qui est exceptionnel. ONU condamne la police française pour ses pratiques racistes. Voilà ce qui s'est passé au cours du mois de juin. Je rappelle le sens du mot démocratie. Pouvoir du peuple. Démos, kratos. Les deux mots grecs associés donnent démocratie. Et les députés, et c'est écrit dans la Constitution, sont dépositaires de la souveraineté du peuple et discutent et votent les lois. Montesquieu écrit « Par la disposition des choses, je veux voir un pouvoir qui arrête le pouvoir. » Dit autrement, la démocratie, c'est à la fois la séparation des pouvoirs, mais surtout, le fait, et qui spécifie la démocratie selon Montesquieu, c'est qu'un pouvoir puisse arrêter le pouvoir. Un contre-pouvoir. Voilà. C'est-à-dire, comme il y a trois pouvoirs, l'exécutif, le législatif et le judiciaire. Attention, Fabrice, on estime aussi que le quatrième pouvoir, c'est les médias. Non, je conteste. Il conteste. Tu as le droit de contester, mais tu l'as évoqué avec, j'allais dire, la manipulation ou l'influence considérable des artisans du CAC 40 sur qui détiennent les groupes de médias. Et c'est parfois aussi un canal pour influencer et pour décider aussi, on le voit, l'impact médiatique est considérable. Je parle pour les médias de masse, Fabrice. Oui, mais la définition de Montesquieu, c'est trois pouvoirs. Et c'est lui qui définit la démocratie. Pas de quatrième pouvoir. Parce que sinon, il faudrait rajouter alors la monnaie, puisque la BCE est une institution indépendante. La Banque Centrale Européenne. Voilà. Et mais il n'y a pas de cinquième pouvoir. Et la monnaie existait du temps de Montesquieu. La monnaie est un outil politique au service du financement. Tu as raison. Donc, les médias ne sont pas un quatrième... Pourquoi ils parlent de quatrième pouvoir? C'est pour donner l'illusion aux gens que ce quatrième pouvoir est indépendant. Alors qu'on a vu que dans la réalité des chiffres, celui-ci était complètement dépendant du système. Et il suffit d'écouter Pujadas tous les soirs, ou les autres d'ailleurs, pour s'en rendre compte. Bon. Je continue. Donc la démocratie, pouvoir du peuple. Montesquieu écrit « Par la disposition de choses, je vois un pouvoir qui reste le pouvoir ». Et ça n'existe pas. Par contre, je m'interroge sur est-ce que vous connaissez le sens du mot dictature? Parce que j'ai eu l'impression la dernière fois que dans le mot dictature, on ne voyait que Pinochet. Mais Pinochet est incontestablement une dictature. Pinochet, il est daté. Hein. Il y a des dictateurs plus récents. Voilà, mais si tu veux, il est l'expression d'une forme de dictature. Mais la définition de dictature est la suivante. Une dictature est un régime politique dans lequel une personne ou un groupe de personnes exerce tous les pouvoirs de façon absolue, sans qu'aucune loi ou institution ne les limite. Il faut préciser que même dans un régime autoritaire, peut avoir des lois, des institutions, voire un parlement, avec des députés élus, mais pas librement, et ne représentant donc pas des contre-pouvoirs. Ce régime politique a fréquemment été violemment critiqué. Ainsi, Hannah Arendt, qui n'est pas n'importe qui, affirme que les lois qu'il promulgue sont éthiquement illégitimes et que les institutions y sont fascistes. Je poursuis. Qu'est-ce qui s'est passé pour la loi sur la retraite? 12 personnes ont décidé de la loi sur la réforme des retraites.
la réforme et l'application du néolibéralisme comme théorie économique. Ces 12 personnes sont le président, proposition de loi et promulgation, la première ministre, articles 47.1 et 49.3, les 9 membres du Conseil constitutionnel, constitutionnalisation de la loi, et enfin la présidente de l'Assemblée nationale, qui, par l'application de l'article 40, a refusé aux députés le soin de pouvoir examiner, discuter et voter le projet de loi Lyotte qui revenait sur la réforme. Donc je dis qu'au vu de tous les éléments déroulés ici, en quelques minutes, le macronisme, en tant que tel, n'est plus une démocratie, mais une dictature au sens où l'entendent la définition. Et Fabrice, tu le disais aussi, le seul barrage pour réussir la Macronie, c'est, je cite, contre la démocratie parlementaire. Absolument. Alors qu'ils avaient été élus, notamment au second tour, pour faire barrage au Front National, qui, lui, ne cesse de monter. Donc on voit le niveau de... D'ailleurs, il y a plusieurs années, il y a 5 ans, dans une séance de cinéma où il y avait projeté Je veux du soleil, de François Ruffin, magnifique film que je conseille à tout le monde, parce que c'est que du bonheur. On s'ennuie pas, on rigole, et c'est de la vie. Donc, au cours de cette séance de cinéma, il y a eu discussion, et j'avais alerté tout le monde en disant que non, Macron, c'est pas égal Le Pen, c'est faux. Mais c'est pire que ça. Macron, c'est le pont d'envol du lepénisme. Et derrière, le risque auquel nous avons à faire face, c'est le risque du fascisme. Dans sa version française, parce que, rappelons, le fascisme, c'est italien, c'est Mussolini. Le nazisme, c'est l'Allemagne, c'est Hitler. La version française du fascisme, c'est le pétainisme. Or, qui a été rendre visite à Lourdes le même jour que Pétain, il y a quelques années? Monsieur Macron. Qui a été dans la même église en tant que président de la République, alors qu'il est garant de la loi et de l'indépendance entre la religion et l'État? C'est M. Macron et sa femme qui ont été priés. Et ça a été montré par les caméras de télévision. Tu vois, moi, en tant que citoyen, Macron, il a le droit d'être chrétien. C'est pas un problème. Il a le droit d'aller à l'église. Mais en tant qu'individu, on ne doit pas le filmer. Vous comprenez ce que je veux dire? La question, c'est pas qu'il puisse croire et qu'il puisse aller à l'église. De Gaulle le faisait, mais ce n'était pas montré. Il le faisait dans son intimité religieuse. La sphère privée, c'est ça. Voilà, la sphère privée. Juste un point, Olivier, qui a réagi sur les antennes de galère aux années 91, et qui nous dit, évidemment, on peut critiquer notre Macron, je suis le premier à le faire, mais est-ce qu'aujourd'hui on a une vraie alternative politique? Il a dit, ils sont tous dans la nasse. Voilà ce que nous dit Olivier, c'est son avis, et il nous dit que le débat, que l'analyse est très pertinente de Fabrice Aubert. D'où un 3e mandat pour M. Macron. C'est ça. C'est pas constitutionnel, on le rappelle. Et je vous rappelle que c'est ce qu'a fait Poutine. Ah oui, bien sûr. C'est ce qu'a fait Poutine. Et d'autres dictateurs aussi. Voilà, mais vous voyez à quel point tu peux être dans l'apparence de la démocratie, tout en étant dans la réalité, dans une dictature. Je veux lire ce que disait Aldous Huxley, qui est quand même un peu connu. La dictature parfaite serait une dictature qui aurait les apparences de la démocratie. Une prison sans murs, dont les prisonniers ne songeraient pas à s'évader. Un système d'esclavage où, grâce à la consommation et au divertissement, les esclaves auraient l'amour de leur servitude. La servitude volontaire de la Boétie. Donc on voit que tout se tient. Et je vous alerte. Je vous alerte. Parce que ce système, il est en cours. Et les éruptions volcaniques qu'on a eues dans les quartiers, il ne faut pas les déconnecter de ça. Sinon, on ne comprend plus rien. Alors, ce matin, il y avait à la radio quelque chose de très bien. Il y a eu des comparutions immédiates de tous les pilleurs, entre guillemets, parce que j'aime bien pilleurs quand c'est des pilleurs individuels. On ne parle jamais du pillage de la sécurité sociale, du pillage du fonds des retraites, du pillage des fonds publics, des services publics, etc. etc. Alors, d'un côté, tu as un pillage public qui se fait devant tout le monde, mais qui est autorisé, légal, parce que c'est la violence du capitalisme et du néolibéralisme reconnue comme institution. C'est la violence légitime. C'est la violence légitime.
Et de l'autre, ceux qui essayent de rattraper, entre guillemets, parce que je ne partage pas ce qui s'est passé, il faut bien comprendre. Mais alors ce sont des pillards? Mais non, les plus grands pillards sont aujourd'hui à la tête de l'État. Et c'est légal. Et c'est légal. Et c'est légal. 9h08 sur les ondes de Radio Galère, toujours en direct avec nos économistes Dany Bruyer et Fabrice Aubert pour évoquer notamment le néolibéralisme, dictature. Il nous reste un petit quart d'heure, mon cher Fabrice. Je t'en prie pour poursuivre. Le dossier est extrêmement intéressant. Je terminerai par une poésie, si ça... Là, tu nous fais plaisir. Un peu de douceur dans ce monde de brutes. Voilà. Mais je vais continuer un certain nombre de citations qui me semblent énormes, qu'il faut se rappeler, qu'il faut avoir en tête. Plus l'effondrement d'un empire est proche, plus ses lois sont folles. Qui nous a dit ça? Marcus Tullius Cicéron. 106 avant Jésus-Christ. D'accord? Donc on voit que les questions qui nous sont posées, comment dirais-je, sont anciennes. Elles sont éternelles, quoi. Non, elles ne sont pas éternelles, mais elles sont anciennes, quoi. J'espère pas éternelles, parce que ça veut dire qu'on ne peut pas changer. Oui, tu as raison. Éternel, c'est long, surtout C'est vers très la long, fin. c'est très long, l'éternel. Surtout vers la fin. Une phrase de Simone Veil que j'ai trouvée magnifique. Au fond, ce sont toujours aux faibles que l'on fait la morale, tandis qu'on finit par blanchir les puissants. Très d'actualité. Oui, exactement. Et malheureusement, là, pour le coup, Dany, presque intemporel, justement. Quand l'ordre est injuste, le désordre est déjà un commencement de justice. Romain Roland. Il n'est pas encore un islamo-gauchiste. Hein. Pour ceux qui ne connaissent pas. Les émeutes sont la langue des personnes que l'on n'entend pas. Martin Luther King, encore un communiste. Ah oui, puis alors, je veux revenir sur cette question des... C'était dit aux infos ce matin, et pour une fois c'était intéressant, parce qu'il y a eu toute une série de personnes qui ont été arrêtées et qui sont passées en comparution immédiate. Il faut être majeur, hein, quand on est mineur, c'est pas le cas. Si, il y a des mineurs qui sont passés. Alors, les comparutions immédiates sont illégales quand c'est mineur. Je te dis que Je il y te a dis eu... ce qu'il en est. J'ai bon. écouté un podcast ce matin très tôt. C'est illégal. Voilà. Alors, je suis tombé là-dessus sur Internet, et pour une fois, ça a été partagé. Si l'enfant ne connaît pas le respect, ce n'est pas de la faute de la société, de la télévision ou de l'école. Enseigner le respect est avant tout un devoir des parents. Et on a entendu tous les discours politiques sur la responsabilisation. Alors, quand c'est les chômeurs, c'est les chômeurs. Quand c'est les pauvres, c'est les pauvres. Et là, quand c'est les parents, c'est les parents. La responsabilisation, ça va avec le ruissellement. Tu vois, c'est la même logique. Non, mais Et ça arrive. attention, toute proportion gardée, messieurs, dames, il faut rester quand même prudent à cet égard. C'est qu'il y a parfois une responsabilité des parents sur le comportement de leurs enfants. Quand les parents sont là, Quand les parents malheureusement, sont souvent, ils sont pas là. Oui, mais Voilà. s'ils ne sont pas là, il y a peut-être des raisons pourquoi ils ne sont pas là. Ah, ça, c'est certainement. Ça, c'est Alors, Ou peut-être parce qu'ils ne sont pas responsables et pas consciencieux aussi. Il faut le rappeler. alors, je vais te dire. réponse. Ce que j'ai écrit, moi, c'est quels parents, 3 points d'interrogation. Ceux qui bossent pour les cadres blancs de 6h à 8h et de 18h à 20h en horaire décalé. Et moi qui ai été un cadre blanc travaillant dans les tours du business de la métropole, Tu les as placardisés, vus. je Tu les as les ai vus à vus. l'action. Je les ai parce que le matin, quand je prenais mon vélo, j'arrivais à 7h, au moment où la femme de ménage partait. Et le gamin, il allait à l'école tout seul. Il n'y avait pas la mère. Il n'y avait pas de choix aussi. Et le soir, c'était sens inverse. Oui, parce qu'il ne faut pas que les femmes de ménage interviennent au cours de la journée lorsqu'il y a le personnel. Alors, ça, c'est ma réaction. Je vais vous dire ce matin à la radio ce qui a été dit par un juge. Un juge qui s'est occupé des affaires qui viennent de passer dans les tribunaux. Un juge de Paris. Il expliquait, en fait, là où nous avons été surpris, c'est que nous avons trouvé beaucoup de jeunes. Et ces jeunes, étudiants ou parfois très jeunes, 13 ans, étaient pour l'essentiel des primo-délinquants. Des primo-délinquants. Parfois au travail aussi. Primo-délinquants. Donc c'est pas une bande de jeunes organisés, des gangs de mafia. Ça a été une éruption de colère. Et c'est pour ça que ça explique que ce sont des primo-délinquants.
ceux qui ont été pris. Puis, la deuxième question était la suivante. Comme il y avait des mineurs, est-ce que les parents assistaient au procès? Réponse du juge. Ah, mais il ne faut pas s'imaginer. En fait, les parents, ce n'est pas des parents. C'est souvent des familles monoparentales et souvent des mères isolées qui travaillent en horaire décalé. C'est-à-dire, les gamins n'ont pas les parents à la maison. Et je vais te dire... Ah, mais je suis entièrement d'accord avec lui. Hein, on est entièrement d'accord. Mais je vais aller plus loin, tu vois. Je vais te dire, moi, je suis un privilégié. Et puis, j'ai compris. Est-ce que mes deux enfants, 18 et 31 ans, eux, ils ont 2 CDI. Alors, quand tu sais qu'aujourd'hui, 85% des offres d'emploi proposées par le secteur privé sont hors CDI, tu vois déjà à quel point ils ont eu de la chance. Et en fait, c'est pas de la chance, c'est du privilège quelque part. Parce qu'ils sont nés dans une famille de 2 blancs, avec des salaires élevés, une mère professeure en mathématiques, qui avait les horaires pas décalés, hein, qui a pu accompagner nos deux enfants sur les questions mathématiques et scientifiques, quand moi, plus littéraire, et vous le savez, j'accompagnais sur le français, sur l'histoire. Sur l'économie. Oui, j'aurais fait quelques leçons d'économie. Mais on n'en doute pas. Mais attends, je leur ai jamais demandé de devenir militant. Jamais. Hein. Je leur ai jamais proposé une carte. Hein. C'est à eux à décider. Je veux dire... C'est tout à ton honneur. Mais vous imaginez des enfants qui naissent pas dans ces conditions. Mais quel devenir ils ont? Enfin, regarde, je vais renvoyer, comme diraient les libéraux, aux forces de la nature. Hein, parce que le libéralisme, ça renvoie aux logiques de la nature, de l'offre et de la demande, etc., etc. Et je vous l'ai déjà fait. Tu prends 2 graines identiques. Il y en a une que tu mets dans le terreau et que tu arroses. Et l'autre dans les sables du désert. Tu reviens au bout de 15 jours. Il n'y a pas le même développement, je suis d'accord. Tu es d'accord? On est bien d'accord. Or, que sont les quartiers? Des déserts. Des déserts. Des déserts où les services publics ont été abandonnés, détruits. C'est un peu arrosé, mais c'est pas assez pour un désert, on est bien d'accord. Non, tu sais ce qui s'est passé? Les opérations dites de politique de la ville ne se sont pas occupées de la question de l'emploi, de l'école, de l'éducation, etc., etc. Ils se sont juste occupés de la rénovation urbaine. C'est-à-dire du matériel. Voilà. Du matériel. Et en plus, pas de très peu de l'humain. Avec destruction des postes d'enseignants. Il manque 4000 postes d'enseignants aujourd'hui pour la rentrée de 2023. Tu le sais ça? 4000 postes d'enseignants, il manque. Voilà la réalité des choses. Et donc, les gamins qui sont dans ces quartiers, mais qu'est-ce que tu veux? Je veux dire, leur trajectoire est déjà préécrite. Je ne dis pas qu'il y a un quart qui est déscolarisé dans ces quartiers. Voilà. 40% sont des quartiers, il y a 40% de la population qui sont sous le seuil de pauvreté. 25% des jeunes au chômage. Et c'est la proportion qu'on retrouve en prison aussi, ce niveau de déscolarisation, on le retrouve aussi dans les détenus. C'est un enchaînement, absolument. Terrible. Absolument. Terrible. Parce que d'autant plus que, alors là, il faut regarder ce que font les médias dominants par la publicité, qui t'allèche de tous les produits que tu peux consommer. Il suffit de presser le bouton et tu les as. Non, on oublie qu'il faut le porte-monnaie, c'est-à-dire l'argent. Et comme il n'y a pas d'argent, qu'est-ce qui se passe? Et d'autant plus que ce qui est fait par la publicité, c'est de montrer, on en parlait tout à l'heure d'ailleurs avec Dany, sur la question du modèle, c'est-à-dire on te présente le modèle américain, tu sais, le drapeau américain, les Nike, et c'est comme ça qu'il faut se vêtir, parce que c'est devenu un uniforme. La Rolex. Le symbole de la réussite. Sinon, t'es pas un homme à 40 ans. Voilà, mais ça c'est un désastre. C'est un désastre. C'est un désastre. C'est un désastre éducatif. C'est un désastre éducatif. Et ce qui se passe n'est pas... Il n'y a pas de la fumée sans feu. C'est le produit de 30 ans de destruction. Et dont le néolibéralisme comme philosophie et le capitalisme comme système ont été les supports. Tu vois, c'est pas... et c'est insupportable.
Comment tu peux condamner des jeunes qui se révoltent, parce qu'on parle d'émeutes, mais ce sont des révoltes, au même titre d'ailleurs qu'il y a eu les jacqueries, qui étaient des révoltes et qui ont annoncé d'ailleurs la Révolution française. Et les Gilets jaunes, pour être beaucoup plus près. Absolument, les Gilets jaunes, c'est une jacquerie. C'est une jacquerie. C'est une révolte. Et qui annonce, et si on n'y prend pas garde, regarde, en plus, regarde comme ils savaient. Il y a eu le plan Borloo quand même. Qui n'a pas été pris en considération. Mais il a été rejeté. Macron a dit présenté par deux blancs. Alors que c'était faux. On en parlait tout à l'heure aussi avec Dany. Ce sont les maires des quartiers défavorisés qui ont écrit le rapport. Évidemment qu'il a été présenté par Borloo. Mais tu sais comment ça se passe dans le travail collectif. Quand tu fais un rapport, t'as eu le gars qui présente, qui est le rapporteur. Mais le travail se fait en collectif, surtout sur ces questions-là. Et les propositions qui étaient faites, c'était 12 milliards. Quand tu sais que tu donnes 40 milliards de la sécurité sociale au patronat par les exonérations, 40 milliards par an, 150 milliards d'aides aux entreprises du CAC 40 par l'État. Enfin bon, faut arrêter quoi. La violence et les coups de fouet, ce sont les gens des quartiers qui les reçoivent. Et moi, tu vois, pourquoi ça me touche? Parce que je peux pas, comme je te l'ai dit tout à l'heure, en tant qu'être humain, je peux pas accepter ça. Au nom de quoi, moi, je pourrais être au-dessus? Et mon voisin, parce qu'il habite dans un quartier, il n'aurait pas droit au même plaisir, au même loisir. C'est une question de justice sociale. C'est absolument. On est bien d'accord. Et tu peux pas faire appel aux lois de la République sans justice sociale. Sans justice sociale, il peut pas y avoir de République. La République, c'est la chose commune. Et c'est ce qu'ils abîment. Comment veux-tu que des enfants des quartiers qui ont tant aimé liberté, égalité, fraternité s'y reconnaissent par la suite? Tu comprends qu'après, ils peuvent tomber dans des religions qui leur permettent... Parce que, si tu veux, quand tu as adoré quelque chose, parce que brûler des écoles, c'est insupportable. Brûler des MJC, c'est insupportable. Y compris les centres commerciaux dans les quartiers, c'est insupportable. Mais rappelle-toi l'histoire. On brûle toujours ceux qu'on a adorés, quand on se rend compte que ceux qu'on a adorés trahissent les mots, les termes, les concepts, les idées qui ont été proposés. Et ça vaut pour toutes les religions. Donc ça vaut aussi pour la société. Pourquoi les jeunes brûlent liberté, égalité, fraternité? Parce que la République n'a pas été à la rencontre de ces jeunes. La République ne les a pas aidés. La République les a enfoncés. La démocratie les a enfoncés. Et de ce fait, ces mots deviennent que des mots. Pire, ce sont les mots du capitalisme. Et en fait, le capitalisme, les mots du capitalisme, MAUX, se masquent derrière les mots de la République. Liberté, égalité, fraternité. Mais alors, qu'est-ce qu'on peut proposer d'autre? C'est ça la question. Le capitalisme, d'accord, il faut changer. Le totalitarisme, on en voit les conséquences dans les pays totalitaires. C'est pas mieux, sinon pire. Est-ce que tu as une vision à nous proposer qui nous donne un peu d'espoir? Ce matin, on a besoin d'espoir ce matin. J'ai qu'un seul mot, il faut une révolution. Mais la révolution dans quel sens? Il y a des révolutions. On en a fait des révolutions, mais on a vu comment ça a tourné. Là, le problème des révolutions, et là-dessus c'est vrai, c'est que quand tu prends la définition du mot révolution au sens étymologique, en fait c'est une rotation d'un objet sur lui-même et qui revient à sa position initiale. Donc il faut un retournement. On ne dit pas révolution, on dit qu'il faut un retournement. Mais dans quel sens? Il faut un basculement, il faut une rupture totale. Et en fait, regarde l'histoire. Sans révolution, tu n'as pas eu d'évolution positive de la société. Et y compris en 1944, on présente toujours ça comme n'étant qu'une lutte de résistance interne, mais c'est faux. C'est pas simplement une résistance interne, ça a été une révolution. Pourquoi? Parce que la résistance s'est construite sur un programme partagé par toutes les forces politiques de la résistance, les communistes, les socialistes, les gaullistes, les principaux syndicats, dans lesquels il y avait la CFTC, donc les chrétiens, la CGT réunifiée. D'accord? Et c'est là-dessus, ça a débouché sur un programme qui s'appelait les Jours heureux. Alors que ça fait 30 ans qu'on subit les jours malheureux. Et c'est pour des causes de politique économique qui détruisent tout. Regarde dans la santé.
Aujourd'hui, pratiquement la moitié des médecins proposent des horaires, des tarifs qui sont hors ces tarifs sécurité sociale. Parce qu'ils savent que les gens sont prêts à payer pour leur santé. Certains gens qui ont les moyens, qui peuvent aller dans des honoraires de ce type. On est bien d'accord. Voilà, en plus. Donc si tu veux, en fait, ce qui se passe, c'est que tu as une segmentation sociale. Et cette segmentation sociale, elle recoupe une segmentation territoriale, dans laquelle d'ailleurs la métropolisation joue son rôle. Celui du château fort du Moyen-Âge et des territoires dominés. Tu es dans la vassalisation des quartiers. Tu vois à quel point on retourne vers une histoire et un passé lointain. Et j'affirme avec force, il faudra y revenir pour une émission spéciale. Mais j'affirme avec C'est toujours force. l'émission spéciale. Non, mais tout le discours sur les communes. Alors, bien sûr que l'attaque contre le maire n'est pas juste. Bon. Et encore, il faut savoir vraiment qui l'a attaqué, on ne sait pas pour l'instant. Parce qu'il faut trouver les vrais coupables. Bien sûr qu'attaquer une commune, attaquer un maire, c'est pas bien, c'est pas moral. Mais c'est hypocrite tout ça. Est-ce que les communes et les mairies existent encore? Ben non. Puisque tu as eu la métropole. Qu'est-ce qu'a fait Sarkozy? Il a supprimé la taxe professionnelle. En supprimant la taxe professionnelle, il a coupé les moyens financiers que pouvaient avoir les communes pour répondre aux besoins des populations. Qu'a fait Macron? Pour créer les infrastructures. Qu'a fait Macron? Il a supprimé la partie qui était restée de la taxe professionnelle. Taxe d'habitation. La taxe d'habitation supprimée. Et ce qui fait que les collectivités locales n'ont plus d'autonomie financière. Elles sont donc obligées de traiter avec l'État des politiques que l'État et l'Europe définissent elles-mêmes, c'est-à-dire non pas pour répondre aux besoins des populations, mais pour aller dans une logique de marché, d'offres et de demande. Donc on voit que tout est lié, et je dis que j'ai pas été à la manifestation devant les mairies, parce que je dis que tout ceci est hypocrite. Merci Fabrice, Aubert, Dany Bruet. On a déjà dépassé, nos invités arrivent vraiment en quelques secondes, mon cher Fabrice, sinon on va leur prendre du temps de parole. Ma poésie. Allez. L'horreur d'un monde. Horreur de ce pitoyable monde qui nous mène au-delà de l'immonde. Horreur de cette piteuse vie qui détruit plus que nos envies. L'ordre social de la bourgeoisie tue tous les jours pour faire oublier le bonheur des bons jours. La police du LBD aux ordres serviles du pouvoir pratique dans les cités son seul et unique savoir. Et dans les quartiers depuis longtemps abandonnés, c'est toujours la même éternelle randonnée, celle des précarités sociales déroulées sans fin, des prolétaires qui crèvent plus que de faim. Horreur de ce monde, de ce pitoyable monde qui nous mène au-delà de l'immonde. Merci mille fois. Merci Fabrice.